RCF. Père Bruno Martin, nous sommes dans un lieu, on a beaucoup de chance grâce à vous. Nous sommes à la tribune, juste à côté de l'orgue, dans la cathédrale. Cette cathédrale que vous aimez tant et que vous allez nous faire découvrir. Et votre présentation sera illustrée par des images, là aussi extraordinaires, d'un drone qui a exploré les hauteurs et aussi les bas-côtés de notre cathédrale. Alors cette cathédrale, elle a une histoire bien stéphanoise. Je ne sais pas si je l'aime tant, mais en tout cas, j'y ai passé beaucoup d'heures de ma vie, oui, ça c'est sûr. Écoutez, c'est une particularité quand même étonnante, c'est que nous sommes dans une église du 19e siècle qui a été construite au 20e. Et c'est ça la particularité. En 1830, à partir de 1830, la paroisse Saint-Charles est créée, 1840, la paroisse Saint-Charles est créée parce que la ville de Saint-Étienne s'étend en direction du nord, va absorber la commune de Montaut, qui était jusqu'alors commune indépendante, et on veut construire une église. On demande les plans à plusieurs architectes renommés, Desjardins, qui est l'architecte du diocèse, et puis Pierre Bossand, le futur architecte de Fourvière. On rappelle bien sûr qu'il n'y a pas de diocèse de Saint-Étienne, on est dans le diocèse de Lyon. Voilà. Et donc, Bossand dessine les plans d'une église assez vaste, qui fait d'ailleurs les mêmes dimensions extérieures que Fourvière. Il y a moins de hauteur de voûte, mais les dimensions totales de l'abside et au portail sont les mêmes que celles de Fourvière. Alors c'est très bien, mais à partir de là, donc on est en 1860, et il y a un bisbille avec la municipalité du temps, parce que la municipalité dit elle est beaucoup trop grande cette église, on veut bien payer pour une église, mais on est avant 1905. Oui, sous le régime du Concordat, donc la municipalité peut la paroisse dit non, on veut une très grande église, parce que à partir des années 1856, vous savez, quand la préfecture est passée de Montbrison à Saint-Étienne, on a commencé à parler d'un diocèse indépendant de Lyon. Les Montbrisonnais disaient il faut qu'il y ait un diocèse pour que nous, on a perdu notre préfet, mais on veut un évêque. Et les Stéphanois disaient non, maintenant que Saint-Étienne est une ville importante, c'est à Saint-Étienne que doit être l'évêque. Bon. Et du coup, les gens les laïcs à l'époque, c'est pas les curés qui en veulent du diocèse, c'est les laïcs. Et disent on va construire cette église qui deviendra la cathédrale du diocèse. Parce qu'il y a bien la vieille église Saint-Étienne, la grande église, si belle. Alors là, pour le coup, je suis affectivement beaucoup plus attaché, mais on l'appelle la grande parce que c'est la grand-mère, mais pas parce que c'est la plus grande, loin de là. Bon. Bref, voilà. Donc du coup, rien ne se fait. Et avec en plus les luttes de la séparation de l'Église et de l'État, etc., tout traîne jusqu'en 1905. Séparation de l'Église et de l'État. Le terrain avait été donné par la famille Palluat-Besset avec une clause d'affectation, construire une église. Après 1905, la mairie ne peut plus construire des églises puisque c'est la séparation de l'Église et de l'État. Donc, on fait jouer la clause d'affectation pour que le terrain soit rendu au Palluat-Besset, qui le redonne au diocèse, qui commence la construction. Donc, c'est après les procès, etc. La première pierre est posée en 1912. Donc, au fond, près de 60 ans après le démarrage des plans. Bossand est mort, bien sûr. C'est des élèves de Bossand qui vont reprendre en main les travaux, réadapter aussi un petit peu les plans. Et puis, 1912, on a à peine sorti les murs de terre que la guerre de 14 éclate. Donc, on met tout dans la paille, on enveloppe les piliers, etc. Et la construction ne reprend qu'en 1920. Elle n'est pas terminée. Enfin, en 1934, on a fait ce que l'on voit, c'est-à-dire une église pas encore complètement achevée. Quand on voit les photos, les chapiteaux ne sont pas sculptés. Il devait y avoir des mosaïques partout. On en a fait quelques-unes, mais pas voilà. Et puis la crise économique fait que, on en est resté là. On n'a jamais achevé la cathédrale. Il devait y avoir une coupole qui n'a pas été faite, une flèche qui n'a pas été faite, des flèches latérales sur les clochetons qui n'ont pas été faites. On en est là. Et il fallut attendre encore 1971 pour que le diocèse devienne indépendant et qu'effectivement, du coup, cette église soit choisie comme cathédrale. Alors, une cathédrale qui s'aménage aussi au fil du temps, avec des travaux, il y a eu autour de l'orgue, et puis vous nous avez fait monter tout à l'heure dans le clocher, c'est une vue assez impressionnante, avec les cloches. Et là aussi, c'est une belle histoire toute récente, cette fois-ci. Oui, les aménagements successifs. L'orgue, on est à la tribune de l'orgue, a été construit en 1967.
impressionnant, hein, c'est 53 jeux, c'est l'un des plus gros instruments de Saint-Étienne, qui offre d'ailleurs des capacités sonores. On a la chance à Saint-Étienne d'avoir de très beaux instruments, un instrument ancien à Notre-Dame, un bel instrument baroque à Saint-Louis, mais celui-là, bon, un cavaille-école mutin à la Grande Église, celui-là est très très bien. Et puis, donc 1967, en 2004, au moment du départ du père Joaton, j'arrivais comme recteur de la cathédrale, et le père Joaton me dit, il faut que tu me fasses faire le caveau des évêques. Parce que c'est l'usage que les évêques sont enterrés dans leur cathédrale. Je dis, mon père, je ne suis pas pressé de vous y enterrer dedans, mais bien sûr, mais je pense quand même qu'avant de faire un caveau, ça serait bien de faire une cathèdre, le siège de l'évêque, convenable, parce qu'on n'avait qu'un aménagement provisoire. Donc c'est à ce moment-là que j'ai fait faire la cathèdre qui est au fond, qu'on voit derrière l'autel. On a eu la chance de retrouver les mêmes marbres que ceux qui avaient servi en 1930 pour... oui, parce que quand on le voit, on a vraiment l'impression que ça a été fait en même temps. Oui, et c'est le petit-fils du marbrier de 1934 qui a fait la cathédrale. Donc ça, c'est 2005. Et puis, en 1934, on n'avait eu que le temps d'installer dans le clocher le bourdon, qui fait 5 tonnes 4, c'est pas mal, qu'on a baptisé du prénom du curé de l'époque, Monseigneur Rivoire, Henri Rivoire, donc le bourdon s'appelle Henri, voilà. Et puis à côté, il y avait des petites cloches récupérées de l'ancienne église, qui était rue Émile Combes, et qui ne donnait pas un son très, très désagréable. Et quand, l'an dernier, on a fermé au culte l'église de la Nativité, qui est en dessous du cimetière du Crêt-de-Roc, et fermé au culte parce qu'elle est inaccessible, l'accessibilité handicapée était impossible, bon, il y avait pratiquement plus de culte depuis des années. Du coup, mais dans l'église de la Nativité, il y avait un très beau carillon des cloches du 19e siècle, fondu à Lyon, chez Burdin, et d'accord avec l'évêque, on a demandé à monsieur le maire s'il était d'accord pour qu'on récupère une partie de ces cloches, parce qu'il y en avait 6, on en a récupéré 3. Et monsieur le maire a été d'accord, et donc nous avons pris à notre charge, évidemment, le transfert et l'installation dans le clocher, qui était fait pour un carillon de 8 cloches. Et grâce à un paroissien qui a voulu rester anonyme, qui d'ailleurs depuis est décédé, mais qui m'a laissé une somme suffisante, on a pu installer le carillon dans le clocher. Et depuis Pentecôte de 2022, eh bien, on a un carillon que le clocher attendait depuis 1934. Donc il faut pas désespérer. Ouais, voilà. C'est ce que vous disiez en commençant. À Saint-Étienne, on met du temps à faire les choses, mais on finit toujours par y arriver. Alors cette cathédrale, tout le monde se l'est appropriée maintenant. C'est vraiment là où se rassemblent dans quelques jours pour la messe chrismale, par exemple, les représentants de l'ensemble du diocèse. Elle est relativement fonctionnelle quand même, une taille suffisamment importante. Maintenant, la sono est de bonne qualité pour le culte. C'est bon. Oui, alors je vais vous dire quelque chose qui restera entre nous, évidemment, parce que c'est pas politiquement correct, mais le fait que la cathédrale appartienne au diocèse, c'est évidemment un gros poids financier. Mais ça présente un avantage considérable, c'est qu'on a pu l'aménager comme on a voulu, et je n'ai pas eu besoin de passer par les services du patrimoine, l'administration des monuments historiques, etc., etc. Et d'ailleurs, il y a quelque temps, l'ancien ABF m'avait dit « Oh, ce serait intéressant de la classer, de l'inscrire. » Vous n'avez pas fait de zèle excessif. Je n'ai pas fait de zèle excessif parce que voilà, on a pu. Le chœur est très bien. Le chœur est magnifique. Le chœur est très bien aménagé, très fonctionnel pour toutes les grandes cérémonies diocésaines. Et quand je vois les problèmes qu'ont mes confrères recteurs de cathédrales qui appartiennent à l'État, monuments historiques, alors évidemment c'est des cathédrales prestigieuses, mais dès qu'il faut changer, déplacer l'ambon ou le siège du célébrant, il faut 6 ans. L'accord du ministre, quoi. Il faut 6 ans de tractation. Oh, l'accord du ministre. Si, on peut l'avoir, l'accord du ministre. Mais ça change rien parce qu'après, il faut passer par les 15 bureaux différents qui... Non, là, et de fait, elle est fonctionnelle. Il y a quelque temps, une souscription pour le toit qui était quand même en pas très bon état. Ça entraîne des frais, mais les gens sont généreux parce que c'est leur cathédrale. Il y a quelque temps, enfin c'était à la fin des années 90 hein, quand même. Oui, ça fait déjà quelque temps. Oui, tout à fait. Oui, mais et d'ailleurs, je pense aussi parce que j'ai commencé à avoir des heures de vol et il y a très longtemps que je suis dans le centre-ville. Quand je suis arrivé comme vicaire ici en 1988, c'était encore l'église Saint-Charles, la paroisse Saint-Charles. Bon, accessoirement, c'était
c'était la cathédrale, mais l'identité paroissiale était encore très forte. Et avec le temps, eh bien, je constate maintenant que les Stéphanois disent la cathédrale. Au bout de 50 ans d'existence du diocèse, on a quand même pris conscience qu'il y avait une cathédrale à Saint-Étienne. Alors on va la voir sous tous ses angles grâce au drone. Et puis on peut signaler aussi quand même l'éclairage, même s'il est un petit peu restreint maintenant pour des raisons d'économie, mais l'éclairage de la façade le soir qui la met bien dans... Elle a de l'allure quand même, cette façade. Oui. C'est-à-dire qu'il y a aussi une particularité, pour le coup très, très stéphanoise, c'est que la place Jean Jaurès, place Marengo, pour traduire en stéphanois, présente cette particularité rare d'avoir les trois monuments, la mairie, la préfecture et en troisième côté la cathédrale. Donc voilà, là aussi, il y a quelques années déjà, 3-4 ans, c'est avant le Covid, la mairie m'a suggéré, m'a demandé si on était d'accord pour mettre en lumière la façade, et j'avoue que ça donne un petit plus à la place Jean Jaurès. Ça avait déjà commencé, alors il y a maintenant presque 20 ans, quand on a refait aussi le parvis. Puisqu'à l'époque, l'ancien parvis était fermé sur la place. Enfin, il y avait une barrière. Et on avait donné l'autorisation à l'époque d'ouvrir complètement, de manière à ce qu'il y ait une continuité entre la façade de la cathédrale et le reste de la place Jean Jaurès, ce qui est dernière question, c'est un lieu voilà, qui a une histoire, mais c'est aussi un lieu vivant, habité. Il y a très souvent des gens qui passent, qui viennent prier, qui passent un moment. Ce besoin finalement de calme, de silence et de paix, il est toujours au cœur de nos contemporains. Oui, je pense. Et effectivement, un de mes vieux confrères qui s'occupait de la commission d'art sacré à Lyon me disait souvent, vous savez, Père, il faut que nos églises soient des espaces de bienveillance. L'expression est très juste, parce qu'effectivement, dans un monde un peu agité, voilà, que les gens puissent entrer, trouver un lieu de silence, de paix, de sérénité, c'est une bonne chose. J'avais été frappé aussi par la réflexion d'un maire d'une petite commune, enfin une petite commune, non, d'une commune importante, de la périphérie de Saint-Étienne, ces communes qui ont poussé comme des champignons, etc., où dans cette commune, je peux dire c'est à Bonson, il y a une petite chapelle romane très, très belle. Et elle avait, un pèlerinage le 8 septembre. Elle avait été restaurée il y a peut-être aussi une vingtaine d'années. Et le maire de l'époque m'avait dit, j'ai dit, merci, vous mettez de l'argent dans cette chapelle. Il m'a dit, vous savez, dans cette commune, c'est le seul point où les gens peuvent aller gratuitement rentrer et avoir un espace de silence, de paix, de sérénité. Je trouve que c'est aussi bien que si je faisais construire un supermarché. Et il y a en plus une superbe vierge de Michel Granger, le Rouennais, qui est vraiment, et qui s'accorde très bien. Tout à fait, elle est moderne, mais elle va très bien dans le cadre. Donc voilà. Écoutez, merci de cette visite. Merci à Jean-Marc qui va jalonner notre entretien avec ses vues de drone. Et on est heureux de vous avoir fait vivre ce moment. Nous, on a eu la chance de monter dans les combes. On vous y fera monter par l'image tout à l'heure. Merci. Et à bientôt dans la cathédrale. Merci.